Salut tout le monde. Bon, vous l'avez vu, on est de retour chez General Car Vintage et je suis sûr que vous avez deviné à la voiture qui se tient derrière moi forcément qu'aujourd'hui on va parler de Gordini. Et puis de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la miniature. Mais on ne va pas se contenter que de parler de la R8 aujourd'hui. Je vous en ferai peut-être un essai un de ces jours, mais en ce moment, la météo s'y prête pas vraiment. Alors, je vais plutôt vous parler d'Amédée Gordini lui-même. Et vous allez voir qu'il n'a pas attendu après Renault pour être mécanicien, pilote de course, préparateur et même directeur d'écurie de Formule 1. Allez, aujourd'hui, je vous raconte tout, ou presque, sur Amédée Gordini. C'est parti! Alors bien sûr, pour la majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo, Gordini, c'est celui qu'on appelait avant tout le sorcier. Et si on se souvient de lui aujourd'hui, c'est surtout pour son travail sur les Renault forcément, les Dauphines d'abord, et puis la fameuse R8 bien sûr. Le Charles Farou, qui étant donné l'extraordinaire rendement que j'avais nos moteurs, de 1100 cm3, il m'avait surnommé le sorcier. Puis depuis, c'est resté. Et aussi bien les autres constructeurs, aussi, quand ils m'envoient des dépêches et comme ça, on envoie des dépêches, on met à Amédée Gordini le sorcier. Mais avant d'en arriver là, il lui a fallu se faire un nom dans le milieu. Et pour y arriver, on peut dire que lui, la mécanique, il est vraiment tombé dedans quand il était petit. Et dès son plus jeune âge, il est passionné par l'automobile et il passe son temps à traîner dans les garages de son Italie natale. En 1909, à peine âgé de 10 ans, il va commencer un apprentissage chez un forgeron où il découvre l'art de manier le métal. Mais il s'oriente plus tard, dès l'année suivante, vers la mécanique auto grâce à un garagiste Fiat qui le prend sous son aile comme apprenti. C'est donc là-bas qu'il va révéler un véritable talent pour son métier et qu'il va aussi se lier d'amitié avec un certain Eduardo Weber qui se fera connaître un petit peu plus tard avec ses carburateurs. Mais après 4 ans de formation, il va rentrer chez Isotta Fraschini, un constructeur de voitures de luxe, aujourd'hui disparu, et son chef d'atelier ne sera autre que Alfieri Maserati. Et allez savoir, mais c'est peut-être bien lui qui lui aura donné le virus pour le sport automobile. Malheureusement, pour celui qui rêve de voitures de sport et de pilotage, il va se faire rattraper par la Première Guerre mondiale, et il sera appelé sous les drapeaux dès 1917. Ce n'est qu'en 1919, une fois de retour à la vie civile, qu'il va commencer à bricoler ses propres voitures, notamment un petit bolide à moteur Hispano-Suiza monté sur un châssis 4. Et grâce à un moteur gonflé à 180 chevaux, elle atteindra les 230 km/h aux mains de Tadzio Nuvolari, futur champion d'Europe de course auto et moto. Et malgré tout, il n'arrive pas à faire son trou en Italie où la concurrence est déjà très rude. Alors en 1921, il décide tout simplement de s'expatrier vers la France, où il sera bien vite accueilli par la diaspora italienne. Il trouve alors rapidement un emploi chez Cataneo, un spécialiste des voitures de luxe, et notamment de la marque Hispano-Suiza. Ce poste permet à Gordini d'approfondir ses connaissances en travaillant sur des modèles d'exception, et reconnu pour son travail, il grimpe rapidement les échelons pour devenir chef d'atelier de réparation. En 1926, il décide pourtant de quitter le garage pour se mettre à son compte, mais pas pour faire de la réparation, ça ne l'intéresse pas tellement, ni encore moins de l'entretien. Non, lui, ce qu'il veut faire, c'est de la préparation moteur et de la compétition, et même si possible, en se mettant derrière le volant lui-même. Il commence alors à se faire une petite réputation dans le milieu et remporte même 2 années de suite, en 1927 et 1928, la course de côte du Mont Valérien au volant d'une Fiat préparée par ses soins. Et rien ne l'arrête, même pas la crise économique qu'il traverse sans trop de dommages. Au contraire, on parle même de plus en plus de lui grâce à ses nombreuses victoires en course, par exemple à Monte-Carlo, à Reims ou encore à Spa. Et grâce à ces victoires, il va être contacté par Henri Théodore Pigozzi, qui venait de créer la Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile, c'est-à-dire la Simca, qui fabriquait déjà des Fiat sous licence en France pour éviter les taxes d'importation. En 1936, donc, Simca va lui confier une Fiat 508S qu'il devait préparer pour Angelo Molinari, qui devait courir le Bol d'Or. Malheureusement, Molinari ne pourra pas prendre le volant, et Gordini, qui au départ ne devait s'occuper que de la préparation de la voiture, pilotera lui-même l'engin, espéra même le luxe de remporter la course. Au volant de la Fiat 508S préparée par ses soins, il devance des écuries bien plus établies comme Amilcar ou MG. Et là où il a fait très fort, c'est qu'il y arrive avec très peu de moyens. Il a construit sa propre voiture, a préparé le moteur, il l'a piloté, tout en ayant pour seul assistant que son fils, qui assurait la mécanique avec son père. Et avec de tels résultats, forcément, Gordini devient le préparateur officiel de Simca.
De toute façon, un Simca ne prend pas un gros risque, puisque le constructeur se contente de fournir la voiture de base, et c'est Gordini qui supporte tous les frais de la préparation, de l'engagement en course et du support. Et Gordini ne reçoit pour seul paiement que des primes de course, et à condition de gagner, bien sûr. Ça paraît pas très équitable en vérité, mais Gordini n'est pas là pour faire de la figuration. En 1937, il battra le record du monde sur le circuit de Montlhéry en parcourant près de 5000 km en 48 heures à la vitesse moyenne de 103 km/h. Et avec quel bolide, vous allez me demander? Eh bien avec une Simca 5 qui n'est autre qu'une petite Fiat Topolino équipée d'un moteur 560 cm3 qui normalement ne dépasse pas les 85 km/h. Mais entre les mains du sorcier qui applique bien avant Colin Chapman la philosophie du light is right, la paisible citadine s'est transformée en véritable barquette enragée. En appliquant la même recette, il remportera encore une fois le bol d'or en 1938 à bord d'une Simca T8 profondément modifiée et finira 3 fois premier de sa catégorie aux 24 heures du Mans de 1937, 38 et 39. Cette fois-ci, toute l'équipe a bien préparé sa tactique de course. Et Gordini et Scarron appliquent scrupuleusement le plan de marche. C'est un succès total. Les deux Simca Sport remportent la première et seconde place en catégorie 1100 cm3, ainsi que les deux Simca 5 en catégorie 750 cm3. La retombée médiatique est sans pareil. Les prouesses du sorcier sont dans tous les journaux. C'est la consécration. Et encore une fois, eh bien, la guerre va mettre le sport automobile en pause. Mais à peine l'armistice signé, que Gordini se remet au travail et remporte la Coupe Robert Benoît à bord de la Simca T8 qui avait couru au Mans en 1939. Gordini, qui a ressorti la Simca 8, victorieuse au Mans en 1939, ainsi que 3 autres voitures, remporte la Coupe de la Libération. En 1946, Gordini reprend son partenariat avec Simca, mais même si maintenant il a accès au bureau d'études du constructeur, eh bien il manque toujours de moyens. Bah oui, durant l'après-guerre, les pièces de performance sont rares, et Gordini doit souvent se contenter de modifier des pièces de grande série, de seconde main, et de bricoler ses voitures avec les moyens du bord. Et c'était une bonne équipe avec un très bon esprit, une grande camaraderie, et c'était très sportif, disons. Mais évidemment, c'était pas une clinique et c'était pas l'aspect de Ferrari, ça n'avait rien à voir. C'était beaucoup plus, disons, amateur. Et bien malgré tout, il continuera à remporter de nombreuses courses. Entre 1948 et 1952, il s'imposera 4 fois à la course de côte du Mont Ventoux avec ses T11 et T15 et gagnera encore de nombreux grands prix. C'est d'ailleurs à bord d'une T11 qu'on verra courir Juan Manuel Fangio en Argentine en 1948, Fangio qu'on retrouvera ensuite au volant d'une T18 au Mans à peine 2 ans plus tard. Ce sont même des moteurs Gordini qui vont assurer la victoire au bol d'or lors de 4 des 5 premiers bols d'or d'après-guerre. Mais surtout, en 1950, Gordini, qui a décidé de ne plus conduire, se lance dans la Formule 1 qui vient de naître. Et pour l'occasion, il va développer son tout premier moteur 100% Gordini, un 2 litres 6 cylindres en ligne de 175 chevaux. Mais malheureusement, eh bien, les résultats ne seront pas à la hauteur de ses espérances. En 1952, Gordini va donc demander un soutien financier supplémentaire à Simca, mais non seulement Simca va refuser, mais en plus, malgré une centaine de victoires déjà acquises, eh bien, elle va carrément mettre fin à leur partenariat. Alors certains diront que c'est de peur de voir le manque de résultats de Gordini nuire à la renommée de la marque. D'autres que c'est parce que le lancement de la Ronde avait ruiné le budget de Simca. Et certains prétendront même que c'est la faute de Fiat qui avait peur que Gordini ne devienne un concurrent trop sérieux. En effet, au Salon de l'Auto de Paris 52, Gordini avait présenté un prototype de GT coupé pour ses riches clients dans l'espoir de remonter ses finances. Projet qui finalement ne verra jamais le jour. Peu importe, Gordini va s'accrocher aux branches tant qu'il peut et construira lui-même son 8 cylindres 2,5 litres de 256 chevaux. En 1951, il a abandonné 14 fois sur 23 courses. Il s'avère être la victime de la faiblesse qui commence à atteindre les Gordini, le manque de préparation, faute d'argent. Mais en 1957, devant le manque évident de succès en course, dû à des problèmes récurrents de fiabilité, il est obligé de jeter l'éponge. Il s'imagine déjà en train de fermer ses ateliers et de devoir licencier ses employés, quand un autre constructeur providentiel va montrer le bout de son nez, et vous vous en doutez bien, c'est Renault. Alors au bord de la faillite, Gordini n'a d'autre choix que d'accepter la proposition de la régie, c'est-à-dire préparer une version plus sportive de la Dauphine que vous voyez à côté de moi. Il va donc faire passer le petit moteur de 850 cm3 de 30 à 38 chevaux grâce à une culasse spécifique, un carburateur double corps,
associée à une boîte 4 vitesses, également de sa conception. Et la Dauphine Gordini type 1091 atteint maintenant les 130 km/h en vitesse de pointe. On retrouvera donc non seulement cette voiture sur les routes, mais aussi sur les circuits et en rallye, où elle connaîtra un certain succès. Mais la consécration arrivera en 1964 avec le nouveau modèle de la marque aux losanges, la R8 forcément. D'accord, elle est plutôt nerveuse. Bon, ça va, j'admets, je tiens bien la route. J'ai pas dit que c'était mal suspendu. Bon, d'accord, c'est confortable. Côté freinage, j'ai rien contre. À peine arrivé sur le marché que la R8 a droit à sa version Gordini, d'abord avec le 1108 cm3 qui développait 95 chevaux, puis avec le 1255 de 110 chevaux qui fera son apparition à peine 2 ans plus tard. Il proposera même une version 1500 de 130 chevaux qui ne sera finalement pas validée par Renault. En effet, au milieu des années 60, le constructeur préparait déjà l'arrivée du Cléon Alu qui fera son apparition sous le capot de la R16 en 1966. Mais entre 1964 et 1972, eh bien, la R8 Gordini remportera presque tout ce qui peut l'être en rallye. Et ultime consécration, Renault lui offrira même sa propre formule en 1966 en créant la coupe R8 Gordini, une des plus célèbres formules de promotion et d'école de pilotage, d'où sortiront quelques noms comme Bernard Darniche, Jean-Pierre Jabouille, René Medge, Jean-Pierre Jarrier, et encore Jean Ragnotti. Et en 1969, Renault rachète carrément la marque Gordini pour l'intégrer définitivement au cœur de la régie. Mais Amédée ne prend pas sa retraite pour autant, puisqu'il continuera son travail sur le développement des moteurs alpines pour la compétition, et notamment pour les 24 heures du Mans. Comme la grande vedette d'un festival, elle n'a fait qu'une courte apparition. Ce n'est ni Venise, ni la Croisette, mais le salon de l'automobile. La vedette, le nouveau prototype Alpine Renault. Dans ses flancs, la merveille que le sport automobile français attend depuis bien longtemps. Un moteur de gros cylindrée, le Renault Gordini 3 litres. Et outre-Manche, eh bien, il est tellement renommé que la R5 Alpine, que vous voyez là, est appelée R5 Gordini. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est finalement qu'en 1976 qu'Amédée se mettra en retrait, et il s'éteindra le 25 mai 1979 à l'âge de 80 ans, un an après avoir assisté à la victoire d'une Alpine Renault animée par un moteur griffé Gordini. Mais son nom ne s'est pas éteint pour autant, puisque après la R8, ce sont les R12, R15 et R17 qui reprendront cette appellation prestigieuse, même si l'aura de ces voitures bleues à bande blanche ne sera plus jamais la même. Au cours de sa carrière, Gordini recevra de nombreuses distinctions. Il a été lauréat du prix Henri Dodge de la Meurthe de l'Académie des sports en 1952, récompensant un fait sportif pouvant entraîner un progrès matériel, scientifique ou moral de l'humanité. En 1953, il est décoré officier de la Légion d'honneur et il reçoit la médaille d'honneur de l'éducation physique et des sports, échelon or, en 1954. L'usine Renault de Viry-Châtillon, où a été produit les moteurs de Formule 1 jusqu'à maintenant, est baptisée de son nom. Et si vous allez au Mondial de l'Auto à Paris, eh bien vous passerez sûrement place Amédée Gordini, qui ouvre sur le parc des expos de la Porte de Versailles. Mais en dehors d'un palmarès glorieux et d'une image qui a marqué plusieurs générations, eh bien que reste-t-il aujourd'hui de Gordini chez Renault? Eh bien pas grand-chose en vérité. Si le nom a été abandonné à partir de 1981, il faudra attendre 2009 pour le voir reparaître, mais juste comme un niveau de finition pour des modèles sportifs comme la Twingo RS, la Clio, la Mégane et même la Wind. Et si elles ont droit à des bandes blanches si caractéristiques, eh bien elles n'auront pas droit au bleu de France, mais à un bleu malt métallisé. Et depuis 10 ans, eh bien plus rien. Renault a tout misé sur Alpine. Et si la 110 a été une véritable bonne surprise, je ne suis pas sûr que ce qui arrive va permettre à la marque de survivre longtemps, avec un malus dit écologique qui signe quasiment l'arrêt de mort de la sportive thermique, et des modèles électriques comme la 290, qui n'est rien d'autre qu'une lourde R5 rebadgée, et une 390 qui ne sera jamais qu'un énième SUV, à l'opposé total de la philosophie de Gordini et d'Alpine d'ailleurs. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir revenir un jour le nom de Gordini, ou voir même un essai de cette voiture sur la chaîne. Et en attendant de vous lire, eh bien n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto, et aéro bien sûr. Allez, tchuss!